Merci d'abord à tous d'être là et de nous avoir... merci. De nous permettre de présenter le travail du Centre de développement de l'OCDE. Et je voudrais tout d'abord, en fait, rebondir sur ce que Monsieur l'ambassadeur vient de dire et qui, pour ma part, est très important. Vous avez dit que ceci était inscrit dans les gènes de cette jeune nation, mais l'inscription dans les gènes me paraît quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que depuis 1995, notamment avec la plateforme de Beijing, il y a eu un grand investissement pour l'égalité homme-femme, l'égalité femmes-hommes, la parité genre, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, l'intérêt a été grandissant, l'investissement financier, mais aussi en termes de ressources humaines et autres, a été important. Et pourtant, on est encore loin du compte. Et donc, la question du centre de développement de l'OCDE a été, OK, pourquoi, malgré tous ces investissements, toute cette bonne volonté, on n'a pas été capable de changer le quotidien des femmes et des hommes dans tous les pays, quels qu'ils soient, et pourquoi on n'a pas réussi encore à atteindre cette parité. Et ce qui nous a semblé important, c'est de regarder ce que nous appelons les institutions sociales. C'est de regarder, en fait, justement ce qui est inscrit dans les gènes des individus avec lesquels on travaille, des sociétés dans lesquelles nous travaillons. Et ce, encore une fois, pas seulement dans les pays d'Afrique, même si aujourd'hui le focus sera sur l'Afrique de l'Ouest, mais sur tous les pays. Pourquoi? Parce qu'il est aussi important d'apprendre les bonnes pratiques de certains pays pour les apposer, ou en tout cas les traduire dans d'autres pays. Et j'aimerais rappeler que le pays qui a la meilleure représentation politique au monde est un pays africain, au Rwanda. C'est pas seulement une question de pourcentage, puisque au Pakistan on a un nombre aussi important, mais c'est aussi une question de réelle responsabilité. Donc les responsabilités importantes peuvent être prises dans ces pays. Laissez-moi donner un autre exemple d'une région d'où je viens, la Dominique a comme ministre des Affaires étrangères une femme et un nombre assez important de femmes dans des ministères clés. Mais bon, le sujet n'est pas là. Laissez-moi vous dire tout d'abord ce qu'au Centre de développement nous pouvons faire pour justement essayer de mieux comprendre les institutions discriminatoires qui, à notre goût, expliquent la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc tout d'abord, comme l'a été rappelé ce matin, l'ADN de l'OCDE, c'est de collecter des données pour pouvoir les analyser afin de faire un certain nombre de recommandations politiques. Nous n'appliquons pas par nous-mêmes les projets, nous ne sommes pas la Banque mondiale, nous ne sommes pas l'ONU, nous n'avons pas d'agence sur place, mais nous avons un réseau assez important à travers les pays membres de l'OCDE, mais aussi les pays membres du Centre de développement de l'OCDE. J'inclus notamment le Sénégal et le Cap-Vert pour la région qui nous concerne. Comment, à travers ces différents réseaux, nous pouvons essayer d'influencer les politiques publiques. Et comme je vous l'ai dit, notre niche, si je peux dire, c'est les institutions sociales. Qu'est-ce qu'on entend par institutions sociales? Ce sont les lois formelles et informelles, les normes sociales et les pratiques qui vont discriminer les femmes, les filles et les exclure. Donc, c'est là l'idée de regarder ce qui est vraiment dans les gènes. Il existe des lois, des conventions, et comme l'a rappelé l'ambassadeur, ce n'est pas seulement suffisant, parce qu'en fait, ce qui régit nos actions au jour le jour, ce qui régit nos comportements, mais surtout le champ des possibles pour les hommes et pour les femmes, ce sont les normes sociales, les droits coutumiers, les traditions, les pratiques coutumières, les pratiques traditionnelles. Et encore une fois, dans un pays comme la France, alors je ne sais pas si je dois dire petit, mais divers, ce serait en tout cas ma première intuition, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'outre-mer au continent, les coutumes sont très différentes. Et donc la manière dont on va appliquer les lois ou les conventions internationales peuvent différer et donc exposer les femmes et les filles à des discriminations. C'est pourquoi on a mis en place cet indicateur appelé SIGI. Je suis désolée, j'ai gardé les diaporamas en anglais, même si souvent on me dit qu'en tant que Français, je ne suis pas censée très bien parler anglais, mais je vous fais totalement confiance sur ce point de vue. Et donc notre indicateur, on l'a appelé en fait indicateur institution sociale, égalité femmes-hommes, et il essaye d'être assez complet.
On regarde donc la situation des femmes à travers tout d'abord des notes pays qui vont vous donner des informations sur les lois qui peuvent être discriminantes ou protégeant les femmes, mais aussi sur les plans d'action qui vont être mis en place par les pays ou certaines antennes des ministères, par exemple, pour, encore une fois, promouvoir l'égalité et le droit des femmes. Ensuite, nous complétons ces informations qualitatives avec des informations quantitatives sur la prévalence, mais aussi les attitudes. Laissez-moi vous donner juste un exemple. Nous regardons la violence contre les femmes, et notamment la violence domestique. Nous allons regarder à la fois si la loi protège les femmes et criminalise la violence domestique, mais nous allons aussi regarder les attitudes, c'est-à-dire le pourcentage des femmes et des hommes qui justifient cette pratique, et ensuite la prévalence. Donc on essaye vraiment d'avoir une vision, je dirais, la plus complète possible. Et puis ensuite, à travers ces indicateurs, nous avons une classification de pays qui permet d'avoir un certain nombre de comparaisons internationales. Les résultats que nous avions pour 2014, la dernière édition de notre indicateur, mais qui va être mise à jour en 2018, et je vous inviterai tous à regarder les résultats d'ici décembre. Les résultats en 2014 pour l'Afrique de l'Ouest sont assez clairs. On a une vraie diversité, je dirais, en Afrique de l'Ouest, même si souvent la région est considérée comme homogène. Pourquoi ? Parce qu'on a des pays qui ont des niveaux, disons, moyens de discrimination, moyens comparés aux 100 autres 8 pays dans l'indicateur. Ces pays sont notamment le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Togo. Pourquoi ces pays ont des niveaux dits moyens ? Parce qu'en fait, les réformes légales, juridiques, ont été mises en place. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté politique de changer la situation. Le problème, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des droits coutumiers, des pratiques sociales qui vont remettre en question l'application de ces lois. Ensuite, on a des pays, à peu près 5, tels que le Bénin ou le Burkina Faso, dans lesquels, en fait, les standards internationaux, notamment définis par la CEDEF, n'ont pas été encore traduits dans la législation nationale. Et donc, les femmes de ces pays, en moyenne, puisque bien sûr il y a une grande diversité au sein d'un pays, les femmes au sein de ces pays font face à des discriminations de genre assez élevées. Et puis on a les derniers groupes de pays dans lesquels la situation est beaucoup plus compliquée. Pourquoi ? Parce que la discrimination est tout simplement légale. Donc, par exemple, les droits d'héritage ne sont pas les mêmes pour les filles et pour les hommes dans la loi. Donc, comme je vous disais, on regarde un certain nombre d'informations. On peut voir aussi les questions de liberté civile, d'accès aux cartes d'identité, mais aussi la possibilité de droit de vote. Et donc, dans ces pays-là, il n'y a pas d'égalité juridique. C'est important, pas seulement pour les femmes, mais comme il a été dit précédemment, aussi pour l'économie, pour la société, puisque c'est un manque à gagner en 2011 de 120 milliards de dollars pour la région. Alors, pourquoi, comment ? C'est très sympa d'avoir ces classements au niveau pays, au niveau région, mais encore une fois, nous sommes là pour aider les décideurs politiques, les acteurs du développement à mettre en place des programmes qui vont changer cette situation. Et encore une fois, ce que j'ai envie de dire, c'est que la première étape, elle est législative. Je prends l'exemple du mariage précoce, laissez-moi juste après prendre l'exemple de l'excision. Dans 11 pays sur 17 de la région, les filles peuvent être mariées avant 18 ans. Donc forcément, même si tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé les protocoles de Maputo, la charte, c'est-à-dire la charte africaine des droits des hommes et des femmes, la CEDEF et autres conventions internationales, il y a encore 11 pays dans lesquels les filles peuvent être mariées avant 18 ans, alors que les garçons peuvent être mariés seulement à 21 ans. Bon, forcément, la pratique sociale, elle sera un petit peu plus élevée dans les pays qui légalisent, si je peux dire, le mariage d'enfants que dans les pays qui ne la légalisent pas. Mais peu importe la législation, la persistance est là. C'est-à-dire qu'il y a 30% des filles aujourd'hui âgées entre 15 et 19 ans qui ont été mariées, divorcées
ou veuves. Et c'est assez divers, puisqu'il s'agit de 9% au Ghana, 60% au Niger. Et moi, ce qui m'a intéressée dans notre étude pays au Burkina Faso, où on a pu mettre en place un questionnaire, des discussions de groupe focalisées, c'est de comprendre pourquoi les gens continuent à marier leurs filles avant 18 ans. Parce que, détrompez-vous, tout le monde aime sa fille. Les questions de pauvreté sont bien sûr un gros problème. La dot peut être vue, pour certaines familles, ça dépend des pays, mais peut être vue comme une source de financement, alors que le fait d'avoir une fille, ou un garçon d'ailleurs, à la maison, c'est une charge financière. Mais tout le monde aime sa fille et ce garçon. Donc pourquoi on marie les filles à 18 ans ? Et pourquoi, surtout, 44% de la population burkinabé qui a été interrogée, c'est un échantillon qui est tout à fait représentatif, pourquoi ces 44% pensent qu'une fille doit être mariée à 18 ans, alors que 4% seulement pensent qu'un garçon peut être marié à cet âge-là? Tout simplement parce que dans l'acceptation sociale, une fille doit faire des enfants très vite. Et l'idée commune est que, excusez-moi de rire, parce que c'est quelque chose qui est loin d'être drôle, c'est que, en fait, si une fille est mariée plus tôt, elle aura des enfants plus tôt, et elle aura une plus grande probabilité de faire des garçons en bonne santé. Donc, vous voyez que la conséquence est importante, puisque, en fait, ces filles qui seront mariées tôt, elles vont être déscolarisées, elles vont faire des enfants tôt. Donc, il y aura des conséquences sur les niveaux d'éducation, mais aussi sur le niveau de santé de ses propres enfants. Donc, vous voyez donc que c'est bien d'investir dans des plannings familiales. C'est bien d'investir dans la santé et l'accès à l'éducation. Mais tant qu'on ne combat pas cette idée que plus tôt la fille est mariée, plus grande sera la probabilité d'avoir des garçons, et Dieu sait l'importance d'avoir des garçons dans une famille, on ne pourra pas régler le problème. Très, très rapidement, l'excision. Même étude au Burkina Faso, à peu près 63% des femmes qui ont été victimes d'excision, même si c'est, à mon avis, sous-estimé, en moyenne à 6 ans. Et pourtant, il y a 18% de la population seulement, vous allez me dire, une personne sur 5 qui pense que cela doit continuer. Pourquoi ça continue ? Peut-être parce que 80% des hommes, quel que soit leur âge, préfèrent être mariés à une femme excisée. Parce qu'une femme excisée, c'est une femme fidèle. Donc notre conclusion, c'est que la première étape est une étape législative. Je n'ai pas le temps, mais j'ai plein de bonnes pratiques qui peuvent être discutées. L'Afrique de l'Ouest est aussi un terrain qui change et qui peut inspirer d'autres régions. L'harmonisation des droits coutumiers et statutaires est très important. Là, j'aurais plutôt un exemple de l'Afrique du Sud. Mais la transformation sociale est critique. Elle est essentielle pour vraiment avoir un impact important. Et pour ce faire, nous essayons de supporter un maximum nos pays membres, mais autres pays, notamment à travers l'ODD 5.1.1, l'édition du SIGI en 2017, les analyses pays, mais aussi le dialogue politique que nous avons lancé. Je vous laisse là, mais je serai vraiment heureuse de répondre à toutes questions que vous pourrez avoir. Merci.